Government is the problem. The American dream is dead. There is not a liberal America. Make America And a conservative America. great again. There is the United States of America. I solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Ask not what your country can do for you. So help me God. Ask what you can do for your country. Congratulations, Mr. President. Bonjour et bienvenue dans 50 States, un podcast en 50 épisodes, 50 numéros pour parler des 50 États qui forment l'Amérique. Alors que la présidentielle américaine est lancée, on a voulu plonger dans ce pays immense. Un pays immense qui compte un État vraiment, mais alors vraiment béni des dieux, puisque c'est là que fut inventé le cookie au chocolat et le basketball. Et honnêtement, que serait la vie sans cookie et la vie sans basketball? Mesdames, messieurs, bienvenue dans le Massachusetts. I'm going back to Massachusetts. Le Massachusetts, c'est l'État le plus difficile à écrire avec des S et des T un peu partout. Géographiquement, il est situé dans le nord-est des États-Unis. C'est un État qui compte 7 millions d'habitants et beaucoup d'Irlandais. Massachusetts is one of the most Irish states. Among its population, 19.8% claim Irish ancestry. Et puisqu'on parle des Irlandais, il y a une équipe de basket légendaire aux États-Unis, 18 bagues de champion, un record. Leur logo, c'est un lutin qui fait tourner un ballon de basket sur son doigt, un lutin issu du folklore irlandais. On parle évidemment des Boston Celtics, les champions NBA 2024. Three-pointer flies, got it! Step back, another three. Oh, he ascends! Jaylen Brown! Dans le Massachusetts, il n'y a pas que Boston, vous trouverez aussi des villes comme Worcester, Lowell, Framingham ou Salem, oui, la ville des sorcières. Welcome to Salem! Le Massachusetts, c'est un État qui compte politiquement puisque 4 présidents américains y sont nés. Le 2e président, John Adams, le 6e, John Quincy Adams, le 35e, John Fitzgerald Kennedy et le 41e, George Bush. America is never wholly herself unless she is engaged in high moral principle. Si vous voulez savoir aujourd'hui comment vote le Massachusetts, la réponse est simple, c'est un État bleu. Depuis 1988, le Massachusetts a toujours voté pour le candidat démocrate. In the Commonwealth of Massachusetts, Joe Biden, the projected winner tonight. Mais avant de parler de Joe Biden, de Donald Trump et de l'élection qui approche, on va d'abord prendre un sac à dos, une trousse, un stylo et repartir sur les bancs de la fac. 14 septembre 1638, nous sommes à Charlestown, dans le Massachusetts, dans une petite maison située sur l'avenue Country Road. Les gens sont habillés en noir, la plupart retiennent leurs larmes, car le propriétaire de la maison vient de mourir. Il n'avait que 31 ans, John était connu dans le quartier, il était pasteur, il passait beaucoup de temps à l'église. Sur son bureau, dans une petite enveloppe, il a laissé son testament, un texte court, concis. La moitié de sa fortune ira à sa femme et il indique qu'il tient absolument à ce que l'autre moitié, qui comprend notamment sa bibliothèque personnelle, aille à la petite université située juste à côté de chez lui, à 5 km à peine. Les responsables de l'école viennent sur place, après tout, on ne sait jamais. Il y aura peut-être des livres intéressants et en arrivant chez John, il découvre en fait une impressionnante bibliothèque. My God! Plus de 400 livres qui parlent de religion, d'art, mais il y a aussi des dictionnaires, des grands classiques de la littérature pour l'université. C'est un pactole, alors forcément en hommage, ils décident de changer le nom de leur fac. Elle s'appelait jusque-là la New College, désormais elle portera le nom de John, et comme John s'appelait John Harvard, bienvenue donc à la Harvard University.
Harvard, un nom connu dans le monde entier, un nom synonyme d'excellence, de rigueur et de « Oula, il a fait Harvard, ça doit être une sacrée tête, lui ». Des gens plutôt doués ont fait cette fac comme Barack Obama, Bill Gates, John Kennedy, Henry Kissinger, mais aussi Natalie Portman ou Matt Damon. I thought I failed miserably writing a one-act play for my playwriting class in Harvard. I handed in the first act of a 3-act movie. One scene survived, actually, from what I handed in, what eventually became Good Will Hunting. Vous aussi, évidemment, vous pouvez postuler, mais sachez 2 choses. Petit 1, le taux d'admission est de 3%, donc disons que c'est assez select et qu'il faut vraiment avoir bien bossé ses fiches avec plein de stabilo dessus. Et petit 2, les frais d'admission sont de $60 000, ce qui fait quand même une petite somme. I am never gonna financially recover from this. Mais si vous êtes pris, alors là, chapeau, vous intégrerez la plus ancienne université des États-Unis et la meilleure université du monde selon les différents classements internationaux. Harvard, c'est un campus immense, 20 000 étudiants et 2500 professeurs. Des listes interminables de prix Nobel, de prix Pulitzer sont sortis de ses rangs. Et la fac est riche, très riche, c'est presque inimaginable, mais le fonds de réserve de Harvard, c'est-à-dire en gros l'argent qu'elle met de côté pour investir, s'élève à 50 milliards de dollars. Non, on ne s'est pas trompé, 50 milliards de dollars, c'est le budget d'un pays comme l'Afrique du Sud ou les Pays-Bas. Bref, Harvard, c'est l'élite de l'Amérique et cette élite se trouve dans le Massachusetts. Mais si jamais Harvard pour vous c'est trop facile, sachez que juste à côté, à 20 minutes à pied, vous trouverez également le célébrissime MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Là encore, l'une des meilleures facs de la planète. Donc si vous avez envie de vous challenger un peu, vous connaissez l'adresse, le Massachusetts. Le Massachusetts, c'est un état idéal pour se poser et mieux comprendre l'histoire des États-Unis. Le Massachusetts, c'est là qu'est arrivé le Mayflower, le fameux navire qui débarqua à Plymouth avec les pères pèlerins. Le Massachusetts, c'est l'État où fut célébrée pour la toute première fois la fête de Thanksgiving. Happy Thanksgiving, everyone. Shout out to Turkey. Le Massachusetts, c'est un livre d'histoire sur l'Amérique. Et pour ouvrir ce livre d'histoire, on a fait appel à un historien. Logique. Merci donc à Bertrand von Rumbeck d'être venu s'installer au micro de 50 States. Bonjour 50 States. Je suis Bertrand von Rumbeck, professeur de civilisation et d'histoire américaine à l'Université de Paris 8. Aujourd'hui, ce sera le Massachusetts. En vous présentant, je disais que le Massachusetts, c'est un livre d'histoire sur l'Amérique. Et dans ce livre d'histoire, il y a un chapitre très important qui compte dans l'histoire des États-Unis, c'est Boston, la ville de Boston, une ville que vous aimez énormément. Dites-nous pourquoi. Boston, pour moi, est passionnante parce que vous avez toutes les strates de l'histoire américaine en quelques rues. Vous avez d'abord Boston, fondé par les puritains, donc milieu du XVIIe siècle, 1630 à peu près. Deuxième couche, Révolution, Boston Tea Party. D'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est qu'on vous emmène dans le port de Boston et vous pouvez monter sur des répliques des navires de la East India Company et vous pouvez prendre un baluchon de thé et le balancer dans l'eau. Donc vous avez cette couche révolutionnaire. Ensuite, vous avez la troisième couche, le Ethnic Boston, l'immigration. Les Irlandais notamment, la famille Kennedy, qui arrive dans les années 1840. Après les Italiens, fin 19e. D'ailleurs, ce qui est passionnant à Boston, c'est que vous avez encore la maison d'un Paul Revere et qui est connu aux États-Unis dans l'histoire américaine parce que lorsqu'en 1775, les troupes britanniques étaient à Boston, sont allées au nord de Boston pour attaquer un dépôt d'armes et de munitions de révolutionnaires américains. Lui, il a pris son cheval et il est allé les prévenir. On appelle ça Paul Revere's Ride, la chevauchée de Paul Revere. Donc c'est un moment très important dans l'histoire américaine qui a été un peu amplifié, bien sûr, par la mémoire collective. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Vous avez la maison de Paul Revere et en dessous, vous avez une pizzeria. Ce Boston révolutionnaire est devenu un quartier italien.
Et enfin, vous avez la dernière couche, qui est le Boston contemporain, le Boston des banques, le Boston des assurances, le Boston de la haute technologie. Et quand vous vous promenez dans Boston, vous pouvez avoir une église, une petite église protestante, où se sont réunis les révolutionnaires qui ont conduit la Boston Tea Party, entourés de gratte-ciel, de banques, d'assurances. Et ça, pour moi, c'est magnifique. C'est vraiment l'Amérique. Vous avez ces deux périodes juxtaposées par le biais de l'architecture. On termine souvent nos interviews en posant cette question qui est définitive, cruciale, importante. C'est est-ce qu'on mange bien dans le Massachusetts ? Dans le Massachusetts, on mange très bien, comme partout aux États-Unis, si on choisit bien. C'est une région à poissons, fruits de mer et, bien sûr, de homards. Dans le Massachusetts, il faut manger de clam chowder, qui est une soupe aux fruits de mer épaisse, avec beaucoup de crème. Vous êtes sûr que c'est bon, ça ? C'est très bon. Ah, un autre mets, c'est le crab cake. Le gâteau de crabe ? Tout à fait. Délicieux. Crab cake, je le recommande. Plutôt le matin, plutôt pour le goûter ? Là, c'est à manger plutôt en appetizer, donc en entrée d'un repas, ou alors le snack avec une bière devant un match de baseball. You, me, beer, baseball. What more could a guy want? Crab cakes. Ceci est une hypothèse, mais si ça se trouve, vous êtes en train d'écouter ce podcast en faisant votre jogging, en courant sur un tapis de course, en faisant une série d'abdos ou même en soulevant de la fonte. Bref, il est possible que vous soyez en train de faire du sport en écoutant 50 States, et il se trouve que la faculté d'Harvard a une particularité, c'est qu'elle a fait du sport un de ses sujets d'études principaux. Depuis des dizaines d'années, ils sortent des rapports, des études, des statistiques dans tous les sens, et parmi les dernières publications de la fac, on retiendra que, selon Harvard, il faut idéalement faire entre 150 et 600 minutes de sport par semaine pour être en bonne santé et éviter de claquer prématurément. Jogging's amazing. Jogging is the worst. I know it keeps you healthy, but God, at what cost? La fac d'Harvard nous apprend par exemple que pour une personne de 70 kg, faire 30 minutes de basket par jour vous fera perdre 288 calories, 30 minutes de volleyball, c'est 281 calories, et 30 minutes de baseball, 150 calories. Si nous avons décidé de parler de ces trois sports d'équipe, c'est qu'ils ont tous un point en commun, ils ont tous les trois été inventés dans le Massachusetts. On l'a dit en intro de cet épisode, le basketball est né en effet dans le Massachusetts, dans la ville de Springfield, pour être précis. Tout a commencé grâce à un prof de sport, James Naismith. Hello. Nous sommes en 1891 et James cherche à occuper ses élèves pendant l'hiver. La pluie et le froid empêchent en effet les élèves de jouer au foot US ou au baseball. Alors James a une idée dans un gymnase. Il va placer 2 paniers aux 2 extrémités d'un terrain. Il fixe ces paniers à la hauteur de 10 pieds, c'est-à-dire 3,05 mètres, ce qui est toujours la taille des paniers aujourd'hui. Et comme panier en américain, ça se dit basket, alors abracadabra, le basketball est né. Mais le Massachusetts ne va pas s'arrêter là, puisque c'est aussi là, dans cet État, que 4 ans plus tard, en 1895, fut inventé le volleyball. Cette fois, ça se passe dans la ville de Holyoke. Là encore, tout commence avec un prof de sport. Il a 25 ans, il s'appelle William Morgan. Hello. Et c'est un super copain de James Naismith, l'inventeur du basket. Mais William trouve que le basket, c'est trop physique passé un certain âge. Alors il cherche et il va inventer un sport. Il place un filet au milieu d'un terrain. Il demande à ce qu'on lui trouve un ballon de 300 grammes, moins lourd que celui du basket. Le principe sera simple, les joueurs devront s'envoyer la balle au-dessus du filet. Ça ressemble à du badminton, mais sans raquette. Alors William Morgan appellera ce sport la mintonette. Rapidement, les adeptes de ce sport vont trouver que ce nom est complètement naze, alors ils vont en changer et inventer un autre mot, le volleyball. Un sport qui est donc 100% made in Massachusetts. William Morgan was able to get it out to all the other physical education directors in the country just through rule books and said, here's something that we're doing, you might think it's interesting, why don't you try it out? And from there, it just absolutely took off. Mais le Massachusetts ne s'arrête toujours pas là, puisque très récemment, on apprenait qu'en plus du basket et du volley, le Massachusetts serait également l'État où fut inventé
le baseball. Alors cette fois, cela crée un énorme pataquès entre historiens du sport, certains affirmant que non, le baseball serait né dans l'État de New York, sauf que selon les archives, les historiens affirment que la première fois qu'on a trouvé le mot baseball sur un morceau de papier, c'était dans le Massachusetts. There are some inconsistencies in your story. Like every fucking thing that you said. Quoi qu'il en soit, aux États-Unis, le sport est roi, c'est une religion, un symbole, un mythe, et c'est aussi un business qui pèse des milliards de dollars, un business qui doit donc beaucoup à un petit État du nord-est de l'Amérique, un État qu'on appelle le Massachusetts. The spirit of Massachusetts is the spirit of America, the spirit of what's old and what's new. The spirit of Massachusetts is the spirit of America, the spirit of the red, white and blue. Puisqu'on vient de parler du sport, parlons maintenant de l'un des plus grands ennemis du sport, la cigarette. Et pour ça, prenons quelques chiffres. Aux États-Unis, comme chez nous en France, quand on veut prendre le pouls de l'opinion, la température de la société, on fait appel au sondage. Et en Amérique, il y a un institut hyper connu, c'est le Gallup Institute, G-A-2-L-U-P, en hommage à George Gallup, sociologue et statisticien qui aimait les chiffres et les petits détails. En 1944, pour la toute première fois de son histoire, l'Institut Gallup va poser la question suivante aux Américains. Avez-vous fumé au moins une cigarette au cours de la semaine ? Réponse, 41% des Américains disent oui. Yes. 10 ans plus tard, en 1954, ils seront 45% à dire oui. Et depuis cette date, les chiffres ne font que chuter. Ce qui est évidemment une excellente nouvelle pour la santé des Américains et une nouvelle moins réjouissante pour les compagnies qui vendent des clopes. I'm ruined. En tout cas, le record a été battu en 2023. 12% des Américains seulement déclarent avoir fumé au moins une fois au cours de la semaine. Jamais dans l'histoire américaine, ce chiffre n'avait été aussi bas. Et pour expliquer ce chiffre, on peut évidemment parler de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, les bars, les restaurants, les lieux de travail, les cinémas, les commerces. Les affiches No Smoking sont connues dans le monde entier. No smoking areas. Sur les paquets de cigarettes, on a aussi multiplié les messages de prévention. Bref, le chiffre s'explique, mais certains veulent aller encore plus loin, comme l'État du Massachusetts, exemple avec la petite ville de Brooklyn. Yeah, I'm up at Brooklyn. À ne pas confondre avec Brooklyn, le quartier de New York. Cette fois, Brooklyn s'écrit B-R-O-O-K-L-I-N-E. Et cette ville de 63 000 habitants, qui se trouve pas très loin de Boston, a pris une mesure choc concernant le tabac. Écoutez bien, la ville a décidé que, dorénavant, il serait interdit de vendre des cigarettes aux personnes nées au XXIe siècle. Donc, si vous êtes né après l'an 2000, les cigarettes, c'est terminé. As of this fall, there legally cannot be new users. No one born after January 1st, 2000 will ever be allowed to buy tobacco in Brookline. And we would simply be forward-looking to prevent the development of new users of tobacco. We're really trying to create a future of a tobacco-free generation. La décision de la ville de Brooklyn a été prise en 2020 sous le nom suivant, la loi Génération sans tabac. Mais depuis 4 ans, cette loi a passé beaucoup de temps dans les tribunaux puisque, comme vous pouvez l'imaginer, cette décision a fait pas mal de mécontents, les grandes industries du tabac, évidemment, mais aussi les petits commerces qui tiraient une partie non négligeable de leurs revenus de la vente des cigarettes. They plan on losing about 10 to 15 customers a day with this new law. They've called it a sweet poison that will slowly kill their company over time. Mais après 4 ans de bataille judiciaire, la Cour de justice du Massachusetts a dit « Ok, cette loi respecte tous les critères, elle peut entrer en application ». Illico, d'autres municipalités ont déjà fait savoir qu'elles allaient voir comment mettre en place à leur tour cette interdiction pour toute personne née après le 1er janvier 2000. En attendant, les adversaires de cette loi sur le tabac réfléchissent à leur dernier recours, la Cour suprême des États-Unis,
qui pourrait donc être amené à se prononcer sur cette loi, la première dans l'histoire des États-Unis. En tout cas, dans le Massachusetts, cette loi a reçu le soutien d'une personne qui pèse politiquement. Elle s'appelle Maura Healey, c'est la gouverneure de l'État du Massachusetts, une femme au parcours incroyable qui mérite le dernier chapitre de ce podcast. I grew up one of 5 kids raised by a single mom, a school nurse. It wasn't always easy, but she taught us the importance of caring for others and for our community. Massachusetts will come back stronger than ever because we're working together. So join us. Let's do this together. Si vous êtes attentif depuis le début de cet épisode, alors vous avez retenu que dans le Massachusetts, on a inventé le basketball et que dans le Massachusetts, on trouve l'une des facs les plus prestigieuses du pays, Harvard. Nous allons maintenant parler d'une femme qui fait la jonction entre les deux puisque Maura Healey a été capitaine de l'équipe de basket de Harvard. Pendant 4 saisons, elle a joué au poste de meneur en portant le numéro 14. Sa meilleure année, c'était la dernière, en 1992. 7,4 points et 5,8 passes décisives en moyenne. On appelle ça une joueuse complète, avec en plus un joli petit shoot à 3 points. Basketball taught me to be tough and taught me how to compete. Everybody has got something to contribute, something to give, and so much of what I do and how I do it comes from what I learned playing basketball. En 1992, Maura Healey raccroche son short et son maillot et 30 ans plus tard, elle décroche un autre type de trophée puisqu'elle est élue gouverneure du Massachusetts. Et comme Maura Healey n'aime pas faire les choses à moitié, elle devient non seulement la première femme gouverneure dans l'histoire du Massachusetts, mais aussi la première femme ouvertement lesbienne à être élue gouverneure d'un État en Amérique. Maura Healey became the state's first openly gay governor, and that is a source of pride and inspiration for the LGBTQ community. LGBTQ people, you know, we're kind of facing an onslaught of violence, of shame, and it just sends such a different message. Comme toutes les femmes et tous les hommes politiques, Maura Healey a ses clips de campagne, ses petites vidéos promo ultra consensuelles où elle promet qu'avec elle, forcément, le Massachusetts ira de mieux en mieux. Maura Healey has done what's right and gotten results. She will protect reproductive freedom, cut taxes, improve education, and make Massachusetts more affordable. She will be a governor for all of us. Avant d'être gouverneure, Maura Healey était la procureure générale de l'État du Massachusetts et pendant 4 ans, elle a eu un adversaire principal, le président américain Donald Trump. C'est bien simple, dès que le président prenait une décision, Maura Healey la contestait devant les tribunaux. Attorney General Maura Healey sued the Trump administration today. Again, the announcement that the state of Massachusetts now suing the Trump administration over this birth control ruling. Maura Healey today said she believes the order is, quote, discriminatory and harmful. No one is above the law. The executive order is unconstitutional and must be struck down. Aujourd'hui, la gouverneure du Massachusetts n'est plus procureure, mais elle a gardé la même animosité envers Donald Trump. Elle fera tout, absolument tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher l'ancien président de revenir dans le bureau ovale. Maura Healey a donc décidé de faire campagne à fond pour Joe Biden. Mais Joe Biden le sait, il ne suffira pas de remporter le Massachusetts pour rester 4 ans de plus à la Maison-Blanche. Les États-Unis, c'est 50 États que vous pourrez bientôt découvrir dans un nouveau numéro de 50 States.